Pour grandir, soyez capables de vous reconstruire. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Esaïe TV pour votre émission Le Débat. Cette semaine, nous vous proposons de parler environnement, notamment de changement climatique. Et pour en parler, nous avons invité pour vous Dr Gracien Boni. Il est géographe, environnementaliste, enseignant-chercheur aussi, Fred, entendez, centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable de l'Université d'Abomey-Calavi. Également dans ce studio, Dr Roch Christian Johnson. Il est médecin, enseignant-chercheur, également aussi Fred, et conseiller médical à la Fondation Raoul Folero. Chers invités, bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Glago. On va d'abord poser cette question et répondre, bien évidemment. Docteur Boni, qu'entend-on par changement climatique? Merci, Madame Glago. On n'entend pas changement climatique ou encore dérèglement climatique. Les modifications durables qui peuvent aller d'une décennie à des millions d'années, des paramètres du climat et qui peuvent avoir comme conséquence des modifications des habitudes, des activités aussi des hommes. Voilà, donc c'est ça un dérèglement climatique. Et c'est le fait des activités humaines, ça peut aussi provenir des changements naturels du climat. Même si la Convention cadre des Nations Unies n'entend pas changement climatique, des changements dus aux activités humaines. Docteur Johnson, selon vous, qu'est-ce qu'un changement climatique? Il faut toujours continuer, oui, comme l'a fait M. Je crois que la définition est très claire. Je vais simplement ajouter que ces changements climatiques impactent sur des paramètres importants. Et pour pouvoir apprécier ces paramètres, nous pouvons dire que ces changements climatiques affectent l'atmosphère, ça affecte l'hydrosphère et ça affecte également la biosphère. Donc, quand je parle d'atmosphère, je parle essentiellement de pollution atmosphérique. Je parle de l'augmentation de la température terrestre qui s'accompagne d'un certain nombre de phénomènes que nous allons étudier. Quand je parle d'atmosphère, je parle également de l'amincissement de la couche d'ozone. Quand je parle de biosphère, d'hydrosphère, c'est essentiellement les questions liées à l'eau. Comme vous le savez, hydrosphère. Ça, on peut l'affirmer, nous vivons dans une époque où il y a la crise de l'eau. Et quand on parle de la biosphère, on peut évoquer par exemple la perte de la biodiversité, la acidification des océans et aussi l'expansion des terres agricoles. Beaucoup de changements, beaucoup de dérèglements dans la nature, si je peux vous résumer ainsi. Quels sont les défis environnementaux actuels auxquels le monde est donc confronté, au-delà de tout ce que vous venez de dire? Prenons point par point. Si je prends par exemple la pollution atmosphérique, je vais par exemple parler des particules fines. Ces particules fines résultent de l'activité humaine d'une façon générale. Et ces particules fines, ça pénètre directement dans les voies respiratoires et ces particules atteignent le parenchyme pulmonaire et peuvent avoir des conséquences très graves sur la santé. Si je prends par exemple la disparition de l'amincissement de la couche d'ozone qui résulte essentiellement des activités humaines, ça peut entraîner des conséquences très graves sur la santé parce que ça peut donner des cancers de peau, comme ça peut donner des lésions oculaires très graves comme la cataracte du fait que les rayons ultraviolets ne sont plus arrêtés par cet écran et ces rayons atteignent directement la Terre et donc peuvent donner des dommages. Donc, quand nous parlons de conséquences, nous sommes dans du concret, nous sommes dans du vécu. Nous allons continuer et parler tout à l'heure de tout ce que cela peut avoir comme conséquence sur l'hydrosphère et envisager éventuellement les effets sur la santé. En termes de pollution, on peut ajouter la concentration des gaz à effet de serre issus essentiellement des activités humaines. Qu'entend-on par gaz à effet de serre? Ce sont un certain nombre de gaz, par exemple, pour être plus concret, le CO2, le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, le CFC et un certain nombre de gaz qui contribuent. C'est que je connais dans les gaz, le gaz carbonique. Parce que ce n'est pas bon pour la santé humaine. N'est-ce pas? Ok. Donc, avec les changements climatiques, il y a plus de concentration des gaz à effet de serre, il y a l'amincissement de la couche d'ozone, il y a la pollution atmosphérique. Quelles sont les conséquences maintenant de ces différents dérèglements sur la santé, sur l'économie et sur la survie même de l'homme? Parlant de la survie même de l'homme, allons au niveau de la nature même, puisque ces gaz concentrés au niveau de l'atmosphère participent au dérèglement du climat, comme on l'a dit, avec un réchauffement de la surface de la Terre et par conséquence une augmentation du niveau de la mer. Et vous avez les conséquences
au niveau de la côte, des pays côtiers, on a toujours des Je vais vous ralentir un peu. Quand on dit réchauffement climatique, on a tendance à croire qu'il fait plus chaud. C'est ça? Oui, mais puisque la température... Après, quand vous dites que la mer déborde, là, je ne comprends plus. La température, c'est un paramètre du climat. Dès que la température augmente, forcément, il y a la fonte de ce qu'on appelle les glaciers, des grandes surfaces glaciaires. D'accord, plus il fait chaud, plus les glaces fondent. Et puis, le niveau de la mer augmente. Et on a des débordements au niveau des pays côtiers avec les phénomènes que nous observons sur la côte béninoise, toute la côte béninoise, des menaces sur des installations humaines, des entreprises, des maisons, etc. Donc, si on vous comprend, mais si ça continue, si on aura plus de tsunamis, plus de catastrophes liées, je ne sais pas, au débordement de la mer, c'est ça? Bien sûr, ça, on en viendra, puisque ce sont les conséquences. Nous allons aborder ça après. Oui. Et quand on quitte ce débordement de la mer, ce réchauffement climatique, Dr Johnson, on peut dire quoi d'autre? Vous avez évoqué un aspect très important, ce sont les aspects sur la santé. Je voudrais peut-être... Oui, en tant que médecin, allez-y. Voilà. En fait, classiquement, quand on aborde les effets des changements climatiques sur la santé, on distingue deux grands effets. Ce qu'on appelle les effets induits par les événements climatiques extrêmes. Par exemple, il a parlé d'augmentation subie de la température de la Terre. Ouais. Ça peut entraîner ce qu'on appelle des canicules. Il fait très chaud, c'est très chaud. Et ça entraîne des décès chez les personnes âgées et chez les enfants. J'avoue même que moi-même quand il fait chaud comme ça, je n'en reviens pas. Parce que nous, vous et moi, nous pouvons adapter notre physiologie à des variations extrêmes. Ce qui n'est pas le cas de Dr Bouni. Mais si, par exemple, si on a des bébés, on a des personnes âgées, leur physiologie s'adapte moins bien aux variations. Donc, c'est extrême. Et on a constaté que quand il y a des événements climatiques extrêmes comme les canicules, ça s'accompagne de décès dans ces deux tranches d'âge. Donc il ne fait pas bon vivre avec les changements climatiques dans les zones désertiques. Voilà. Si je continue mon raisonnement, je vais parler ensuite de ce qu'on appelle des événements climatiques graduels. C'est un peu ce que le Dr Bouni vient d'expliquer, l'augmentation progressive de la température terrestre. D'accord? Aujourd'hui, tous les efforts qui sont faits, c'est maintenir l'augmentation en dessous de 2 degrés. Pourquoi? Parce que quand la température globale de la Terre augmente, la biologie des vecteurs aussi change. Donc tout ce qui est maladie transmissible pullule aussi. Donc nous allons avoir des maladies qui n'existaient pas avant, qu'on enregistre beaucoup aujourd'hui, les arboviroses, Ebola et tout ça. Donc en réalité, même la biologie des vecteurs des maladies endémiques comme le paludisme, d'accord? Donc l'augmentation graduelle s'accompagne des effets sur la santé de façon très nette. Mais il y a également des conséquences indirectes. C'est-à-dire? Nous avons parlé tantôt de l'effet sur l'hydrosphère. Donc quand la qualité des ressources en eau est perturbée du fait des changements climatiques, nous aurons par exemple en cas de pollution de l'eau, toutes les maladies liées à l'eau. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est 1,8 million de décès chaque année qui sont attributables à cette composante. Souvent quand on parle de maladies liées à l'eau, on pense à la diarrhée. Ce sont les maladies diarrhéiques. Donc c'est les eaux de mauvaise qualité. Naturellement, c'est la pollution microbiologique de l'eau qui amène ça. Par différents micro-organismes, ça peut être des virus, ça peut être des bactéries, ça peut être des parasites. Ce sont ces pollutions qui entraînent ces maladies, qui entraînent des décès très importants. Je disais tantôt 1,8 million de décès chaque année. C'est beaucoup. Mais également, il y a d'autres effets. Regardez par exemple quand nous avons une crise de l'eau. Quand il n'y a pas d'eau, on ne peut pas produire. En tout cas, l'eau se fait très rare aujourd'hui. Très bien. Quand on ne peut pas produire, il y aura la malnutrition. Il y aura la faim aussi. Hein? Il y aura la faim, il y aura la malnutrition. Donc on aura toutes les maladies liées à la malnutrition. On estime qu'un être humain, pour pouvoir être équilibré, il doit utiliser 50 litres d'eau par personne. Je crois qu'on utilise plus que ça par jour. Hein? Dans les pays développés, rien que pour le bain, on peut aller à 100, 200 litres. Wow. Mais dans les pays où il y a la crise de l'eau, on n'en a pas. Mais quand vous n'avez pas ça, au Bénin, la situation est quand même plus ou moins acceptable. Nous avons d'autres problèmes, nous pouvons revenir sur ça. Et donc, quand on a par exemple la rareté de l'eau, cela s'accompagne des maladies liées à l'hygiène. Et là encore, c'est... Beaucoup de maladies. Hein? Beaucoup de maladies. Donc en réalité, les effets des changements climatiques sur la santé sont énormes et s'évaluent en termes de mortalité, comme je viens de le dire, mais aussi en termes de morbidité, c'est-à-dire en charge de maladies. Wow. Ça fait froid dans le dos. Docteur Bouni, vous êtes environnementaliste, on parle de pollution, de l'eau.
crise de l'eau, raréfaction de l'eau. C'est-à-dire que nos cours d'eau, comment on les appelle là? Je veux utiliser un terme. Les plans d'eau, voilà. Les plans et cours d'eau. Tout est pollué, c'est ça? Ou tout sera pollué si on continue comme ça? Oui, puisque les pollutions de ces plans d'eau et ces cours d'eau proviennent essentiellement de nos activités, des activités humaines. Et puis on jette n'importe quoi, n'importe où. N'importe quoi, n'importe où. Et à la faveur des eaux de ruissellement, ces objets, ces déchets que nous libérons sont entraînés dans ces cours d'eau ou bien dans ces plans d'eau qui finissent dans la mer ou bien s'infiltrent aussi dans le sol pour polluer la nappe que nous avons et d'où nous tirons l'eau que nous consommons aussi. Alors, il y a... Ne dites pas que je vous ai arrêté, que je vous ai piétiné. Souvent, on remarque que les gens préfèrent jeter les ordures dans la mer, dans les lacs, dans les plans d'eau, ou mieux, des fois, on enfouit nos déchets ménagers. Donc, ça a des dysfonctionnements sur ce que nous consommons au quotidien, c'est ça? Forcément, puisque je pensais que la terre pouvait... Les déchets que nous enfouissons dans la terre, ça va où? Ça se dégrade normalement, non? Oui, mais ça se dégrade, mais dès qu'il y a pluie, ça s'infiltre dans le sol. Et ça va jusqu'à la nappe phréatique qui sera polluée. Or, pour notre consommation, soit ce n'est pas nos puits ou bien des forages, nous allons puiser cette même eau que nous consommons. Nous nous mettons en danger. Nous nous mettons en danger. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Puisqu'il y a même certains objets, certains éléments que nous avons, chimiques qui entrent dans ces eaux-là et qui ne sont pas, qu'on ne peut pas traiter. Non, les métaux lourds, par exemple. Puisque quand vous envoyez des produits qui contiennent des métaux lourds dans la nature, ces métaux lourds s'infiltrent, se retrouvent dans l'eau que nous consommons. Métaux lourds, je n'ai pas compris. Le plomb, par exemple. Donc, le cadmium. D'accord. Quand ces métaux-là se retrouvent soit dans l'eau ou bien dans les aliments que nous consommons, puisque quand nous jetons ces objets-là sont drainés à la faveur des eaux de ruissellement dans les cours ou bien les plans d'eau. Quand je prends le lac Aimé, par exemple, nous allons les animaux, ou bien comment appelle-t-on, les poissons et les êtres aquatiques qui vivent dans ces plans d'eau-là, consomment pas, c'est le milieu de vie, consomment ces substances-là. Et nous consommons cela. Aujourd'hui, nous prenons un peu de poisson pollué, demain nous prenons, et puis il y a le phénomène de bioaccumulation qui affecte notre santé, parfois de façon irréversible. Ce qui amène au cancer, c'est ça? Ça peut... Je ne suis pas médecin. En fait, j'ai souvent peur du cancer, c'est pourquoi je l'ai gardé. C'est une maladie très dangereuse. Il faut vraiment avoir peur de ces maladies. Il faut vraiment. Mais je voudrais revenir sur un point. Le docteur Boni a parlé tout à l'heure de l'acidification des océans. Vous avez évoqué les questions, les retentissements économiques. Je voudrais m'appesantir sur ce volet. Vous savez, comme le docteur Boni l'a dit, on a les activités humaines qui s'accompagnent d'un rejet de gaz, en l'occurrence le CO2, le dioxyde de carbone. De façon naturelle, le gaz carbonique produit est capté par les océans. Et pas un problème de transformation chimique, de réaction chimique qui se passe au niveau des océans. Plus les océans captent du gaz carbonique, plus ces océans deviennent acides. Donc en fait, c'est la nature qui travaille pour nous, mais on ne le reconnaît pas. Exactement, mais nous avons dépassé les limites, n'est-ce pas? On a parlé de 350. On a trop demandé à la nature. Exactement. Alors quand les eaux deviennent acides, ça attaque certaines espèces qui ont une forte connotation commerciale, comme tout ce qui est crustacé. C'est-à-dire, c'est un indicateur, les coraux, les crustacés. Et progressivement, nous allons donc vers la perte de ces espèces-là. Or, la disparition. Dans beaucoup de pays, c'est toute une économie qui est organisée autour de ces ressources. Donc, les conséquences économiques de ces changements climatiques sont énormes. Je vais également parler de deux cycles biogéochimiques très importants, le cycle de l'azote et le cycle du phosphore. Vous savez que ces intrants, je vais dire, pour faire court, ne sont pas disponibles en quantité importante au niveau de la nature. Mais c'est parce que la nature fait bien les choses. Parce que ce sont des intrants qui rentrent en ligne de compte dans la croissance des plantes. Oui. Alors, comme nous produisons nous faisons de l'agriculture intensive avec des engrais, nous apportons un surplus de ces composants plus qu'il n'en faut. Plus qu'il n'en faut. Et par le phénomène que le docteur Boni vient de mentionner, ça se retrouve au niveau des plantes d'eau. Plus de substances nutritives, ça veut dire plus de pullulation d'organismes vivants. Donc on n'a même pas besoin de modifier les aliments avant de tomber malade. Pour finir, ces plantes d'eau vieillissent plus vite.
Quand les plans d'eau vieillissent, vous savez que nous vivons beaucoup, les populations riveraines vivent de la pêche. Ces plans d'eau vieillissent et donc du coup, encore, comme vous avez demandé qu'on explique les conséquences sur l'économie, c'est toute l'économie de ces régions qui est en jeu. Donc en fait, que ce soit sur l'atmosphère, que ce soit sur l'hydrosphère, que ce soit sur la biosphère, les changements climatiques ont des effets induits très importants. Des effets drastiques, je dirais. Voilà. Je ne suis pas scientifique, mais bon, je le dis quand même. Oui. Docteur Bonnet, j'essaye de comprendre pourquoi vous souriez. L'impact sur la santé, sur l'économie, sur la survie de l'homme, c'est beaucoup trop. C'est trop. J'en perds même le latin. C'est à croire que nous avons tué la nature. C'est ça? Nous avons contribué à tuer la nature. Si nous sommes les principaux la nature acteurs, ne peut pas se tuer, même plus la nature. Évidemment, nous sommes les principaux acteurs, nous jouons un rôle. Nous contribuons également à tuer les autres espèces. Exactement. Nous sommes des criminels. Or, ce que nous irons, lorsque nous portons atteinte à une espèce, c'est que nous contribuons à la disparition d'autres espèces, jusqu'à nous-mêmes. Jusqu'à nous-mêmes. Vous tuez par exemple les araignées, vous aurez des conséquences, puisque les araignées bouffent les insectes qui nous permettent de voir. Vous tuez dans un milieu des araignées, c'est que vous ne pouvez même pas voir à 2 mètres, puisqu'ils ont leur rôle. Bien sûr. Vous faites disparaître par exemple des éléphants, vous avez certaines plantes que vous n'aurez pas, puisque leur pouvoir germinatoire passe par leur passage au niveau du tube digestif de ces animaux-là. Vous finissez avec ces animaux-là, c'est que vous n'aurez plus ces plantes-là, d'où la perte de la biodiversité. Il y a certains animaux qui vivent de ces plantes-là, donc c'est toute une chaîne. Que faire aujourd'hui pour éviter que la crise de l'eau ne s'intensifie? Parce que l'eau est vitale. D'abord, par rapport au phénomène du changement climatique, du règlement climatique, il faut d'abord maîtriser l'émission des gaz à effet de serre. Le monde s'industrialise. Justement, soit par des mécanismes, leur émission est évitée et c'est piégé, ou bien nous devons pouvoir mettre en place un certain nombre de dispositifs permettant de séquestrer la séquestration, par exemple, de ces gaz à effet de serre, notamment le carbone. Un exemple simple, par une reforestation, ou bien par une politique qui évite la dégradation de nos ressources forestières. Ce sont des forêts qui arrivent à séquestrer par exemple, le carbone. Il faut planter plus d'arbres pour permettre, parce que les forêts séquestrent le carbone et empêchent son émission et ses effets. Alors donc il faut procéder à la reforestation, là où les forêts étaient dégradées, et puis maintenir, comment appelle-t-on, nos îlots, nos forêts que nous avons actuellement, faire tout possible pour les maintenir, à défaut... Tu parler des forêts classées? Quelle que soit la nature de la forêt, elle peut être une forêt naturelle. Il faut mieux protéger, il ne faut pas couper les arbres en désordre. Il vaut mieux les protéger et étendre plutôt, comment appelle-t-on, nos ressources forestières. C'est l'un des moyens, d'accord, pour pouvoir maîtriser le phénomène aujourd'hui. Mais quand les ressources forestières, quand on sait que des populations utilisent encore le feu de bois pour la cuisson, ça va être compliqué. Oui, la question... Parce que là, on n'attend pas que l'arbre atteigne un niveau donné avant de couper. Oui, la question est très complexe. La question est très complexe parce que nous basculons progressivement dans le domaine du développement durable. Parce qu'il est un fait que nous devons quand même assurer le développement et assurer les besoins vitaux des 7 milliards d'individus que nous avons aujourd'hui sur la Terre. Mais cela ne peut pas se faire au détriment de la nature, cela ne peut pas se faire au détriment des besoins des générations futures. Et pour cela, nous devons changer de comportement. D'accord. Nous devons développer de ce que, par exemple, nous appelons le développement propre, avec les énergies renouvelables. Pourquoi le développement est propre? Vous savez, nous utilisons beaucoup les énergies fossiles, essentiellement le pétrole et tous ces dérivés. Alors, nous devons, et on sait que ces énergies fossiles produisent beaucoup de dioxyde de carbone. Nous pouvons progressivement remplacer ces énergies fossiles par des énergies propres. Énergie renouvelable, c'est ça? Exactement. Le solaire, l'éolienne, etc. Donc, ça, c'est une piste de travail. Et on abandonne progressivement ces énergies. D'accord. On a parlé de la séquestration de l'oxygène par la séquestration du dioxyde de carbone par les forêts. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire. C'est quelque chose que nous pouvons faire. Il y a également le fait que, comme vous l'avez dit, dans la plupart des pays sous-développés, ce qu'on utilise comme combustible, c'est le bois. D'accord? Donc, on peut mettre en place, et ça, ces modèles existent.
on peut mettre en place des modèles où les gens vont utiliser, on va faire des plantations bien encadrées avec un mode de gestion rationnel qui préserve la ressource. Donc, c'est essentiellement vers ces pistes-là qu'il faut aller. Et c'est tout ça qui a été discuté lors de la COP21, lors de la COP22, pour parvenir progressivement à un accord sur le climat. Mais le gros problème, c'est pouvoir quand même parvenir à un équilibre entre le développement et l'environnement. Oui, mais parlons du bois, que les ménages utilisent. Oui, mais aujourd'hui, la politique forestière permet la mise en place des plantations de bois énergie où les gens peuvent mettre en place. Oui, la population ne comprend pas toujours. Il faut encourager ces initiatives-là pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Parce qu'il faut que cela soit encadré. D'accord. Maintenant, ce que je veux comprendre, est-ce que les pays industrialisés ne sont pas plus coupables que les pays non industrialisés? C'est vrai, l'empreinte écologique des pays, d'un citoyen, d'un pays... Ils se l'ont subi, hein. Les déchets et autres, c'est toujours chez nous, on vient les mettre. Oui, mais ça dépend des politiques que nous mettons en place. C'est pourquoi, au départ, vous avez demandé, est-ce que c'est un phénomène naturel ou bien c'est politique? Il y a d'abord la politique que vous mettez en place pour préserver votre environnement. Si nous ne voulons pas que les déchets n'entreront pas ici. C'est une décision politique. C'est une décision politique. Vous avez vu, il y a des pays non loin du Bénin qui ont pris la décision qu'on croyait ne veulent plus des véhicules vieux de tel nombre d'années, etc. C'est une question d'abord de politique. Quand la décision est prise, la mise en œuvre, on peut voir les modalités. Mais c'est d'abord une volonté politique pour réduire l'arrivée des déchets. Et même si au niveau d'un pays cela se prend, l'environnement aujourd'hui c'est un bien mondial. Quand vous polluez l'air ici au Bénin, ça peut se retrouver un peu partout ailleurs. C'est le même air que nous respirons. Voilà. Donc c'est pourquoi la lutte doit être une lutte globale, une lutte mondiale. D'accord. Donc aujourd'hui, pour laisser un monde meilleur à nos enfants, il faut d'abord la décision politique. La décision doit être prise à différents niveaux. On y va. Le niveau politique est très important parce que c'est le niveau stratégique où les grandes décisions se prennent. Par exemple, COP, ça veut dire Conference of Parties, où tous les pays se retrouvent pour décider, pour élaborer des conventions, pour élaborer des engagements. Ça, c'est le niveau international. Au niveau de chaque pays, ces engagements doivent être traduits en actions concrètes. Mais également au niveau des comportements, c'est très important. Au niveau je disais tantôt qu'un citoyen des pays développés utilise pour le bain 200 litres d'eau. C'est trop, hein? Donc ça, c'est des comportements qu'on peut réviser. On peut décider, par exemple, ce qui est conseillé classiquement aujourd'hui, quand vous allez dans les pays développés, peut-être que ce n'est pas encore venu ici, quand vous voulez vous déplacer d'un endroit à un autre, on sait aussi, on va vous dire, oui, si vous prenez votre voiture, vous allez émettre telle quantité de CO2, mais si vous prenez les transports en commun, vous allez émettre seulement telle quantité. Donc, il y a des choix citoyens également à faire. Et pour cela, la mobilisation doit être totale. Les sociétés civiles, les individus, les gouvernements, les institutions scientifiques, les institutions de formation, tout le monde doit se mobiliser pour atteindre ces objectifs. Et justement, il ne faut pas qu'on se leurre. Les conséquences des changements climatiques, c'est surtout les pays démunis qui en souffrent. Et donc, il faut des compensations. Et c'est pour ça que, par exemple, les pays développés ne sont pas prêts. À la COP21, il a été décidé de mettre en place un fonds vert pour atténuer. Depuis la COP21 jusqu'à la COP22, c'est déjà mis en place? Le procès, vous savez, l'idée, quand on émet l'idée, la mise en œuvre prend du temps. Mais ce qui veut dire, mais il faut saluer aussi les initiatives qui se prennent dans nos pays. Au Bénin, on a un Fonds national pour l'environnement et le climat. Donc, il faut aussi saluer ce qui se fait dans les pays. Donc, c'est un enjeu majeur qui nécessite la mobilisation de tout le monde. Et je pense que nul n'est de trop. Et c'est pour ça que ce genre d'émission est aussi capital pour sensibiliser la communauté. C'est pour ça que les experts comme vous aussi, c'est important. Et à l'échelle internationale, toutes les interventions qui visent à atténuer les effets du changement climatique sont quand même soutenues à l'international. Parce que quand vous décidez, par exemple, de mettre en place des forêts classées, de reforester votre territoire, il y a des fonds compétitifs auxquels vous pouvez souscrire pour les obtenir. Et c'est des dons, souvent. Donc, mais tout dépend du montage que vous faites. Donc, il y a quand même des efforts qui se prennent. Parce que les pays industrialisés sont conscients que les atteintes portées à l'environnement, d'accord, même si c'est dans des pays en voie de développement, ça peut les rattraper.
Ils sont conscients également que, du fait de leur développement, aujourd'hui, ils émettent beaucoup de gaz à effet de serre qui contribuent au phénomène que nous observons. Donc, tout se tient et c'est une lutte commune. Et moi, souvent, j'opte pour l'éducation et la communication. Puis je sais que vous êtes des enseignants. Déjà, chez nous à la maison, comment est-ce qu'on peut éduquer nos enfants à avoir de meilleurs comportements pour, pourquoi pas, mener la lutte déjà dès la base? Voilà. Lorsque vous ouvrez une boîte de conserve, quand vous ouvrez une boîte de conserve, elle ne doit pas être jetée dans la nature. Elle doit être jetée dans une poubelle et confiée à une structure spécialisée qui s'occupe de la gestion de ça. Parce que ces boîtes de conserve jetées dans la nature seront trimballées par l'eau de ruissellement dans les plans d'eau, comme vous dites, dans les cours d'eau, et avec les conséquences qui vont en suivre après. Alors, vous utilisez un sachet, le sachet doit être récupéré. Si vous pouvez éviter l'utilisation des sachets, il faut l'éviter. Quand vous achetez n'importe quoi, c'est toujours les sachets qu'on vous offre? Oh, vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre. Vous pouvez amener votre bol pour prendre ça dedans. Donc, évitez au maximum d'utiliser des sachets, des objets, des contenant des substances qui pourront contribuer à la pollution de notre environnement de façon générale. Au-delà des facteurs du changement climatique. Ensuite, si vous êtes un ménage, vous avez 2 véhicules, si vous pouvez vous déplacer avec un seul véhicule, c'est aussi bien pour les changements climatiques. Puisque vous réduisez votre empreinte écologique, vous réduisez l'émission des gaz à effet de serre. Vous imaginez, vous avez 2 véhicules, vous décidez d'utiliser un véhicule, c'est bon. Si vous pouvez utiliser le vélo, c'est encore mieux. Le vélo à Cotonou, au Bénin, ça va être compliqué. Dr Johnson, pour les populations qui vivent sur la côte. Je voudrais aussi abonder dans le même sens sur mon confrère pour dire qu'on peut également faire l'économie de l'énergie dans les ménages. D'accord, économie de l'énergie. L'économie de l'énergie. On peut également faire l'économie de l'eau dans les ménages. Parce qu'on voit que il y a dans les ménages seulement, l'eau là, c'est dans les sociétés aussi. Voilà, que même dans les administrations. Voilà, on a une grosse marge d'économie à faire et c'est déjà quelque chose qu'on sauvegarde en termes d'émissions. Exactement. Donc voilà à peu près, et c'est en cela qu'on parle d'éco-citoyen, d'accord? On doit faire en sorte que les comportements, que nous devons changer de comportement, et c'est ça le plus difficile, parce que ça entraîne des contraintes. Partager la même voiture, fermer le robinet, éteindre la clim, c'est des éléments de notre confort au quotidien, et se limiter parfois n'est pas facile. Donc, il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort. Donc, en plus des réglementations internationales, en plus des mesures qu'on peut prendre au niveau national, je crois que chacun de nous a développé. Les populations qui vivent le long des côtes, des cours d'eau, qui font leurs besoins dans les eaux, dans les cours d'eau, et qui pourtant utilisent encore cette eau. Quelques conseils pour eux? Oui, vous abordez là une question extrêmement sensible. C'est la question de ce que nous appelons assainissement. Et c'est toute une stratégie qu'il faut mettre en place pour les populations riveraines des cours d'eau. Il faut leur construire, il faut que progressivement on amène les populations à construire par elles-mêmes, parce que c'est la stratégie qui est proposée des latrines, des dispositifs d'évacuation des eaux usées pour éviter la pression sur les plans d'eau. D'accord? Toute eau, avant d'être rejetée, doit faire l'objet d'un traitement antérieur. Donc, et ça, progressivement, on doit pouvoir, les stratégies existent, les technologies existent, mais nous devons changer de comportement. Que ce soit en milieu urbain ou en milieu périurbain, et même en milieu rural, il y a des stratégies qui sont proposées, qu'on essaie de mettre en œuvre avec des succès plus ou moins évidents, mais on doit pouvoir le faire, parce que la pollution de la ressource, tout le monde est concerné. Le producteur de coton de Malanville ou de Banikwara, quand il pollue la ressource, l'OME, ça va drainer, ça va se retrouver au niveau du lac Nokwe, et nous, on va consommer les poissons pêchés et on est concerné. Donc la pollution de la ressource, ce n'est pas seulement là où c'est produit, mais c'est nous tous qui sommes concernés. En conclusion, qu'est-ce que vous dites? En conclusion, les changements climatiques, c'est du concret, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça a des effets directs sur la santé, et il est important que toute la communauté se mobilise à tous les niveaux, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau individuel, pour adopter des mesures pour améliorer cette situation à laquelle nous sommes tous confrontés et qui constitue un défi pour nous
mais aussi pour les générations futures. Docteur Boni? Je parle d'une des interventions du Dr Johnson pour appeler la société civile surtout. Elle a un grand rôle à jouer dans ce phénomène de changement climatique, puisque elle est bien placée pour faire la pression sur les dirigeants, parce que c'est d'abord une volonté. Les grandes industries, c'est aux mains des dirigeants. C'est les dirigeants qui peuvent donner la ligne à suivre et ensuite les directives données. Avec les pressions, ces directives peuvent se traduire en actes concrets. Parce que même si les orientations sont prises à l'échelle internationale et les ONG ne font pas la veille citoyenne, nous n'aurons pas les résultats escomptés. Et chaque année, nous aurons toujours l'accroissement des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission. Le débat, je retiens que les changements climatiques ne sont pas une vue de l'esprit, c'est du concret et cela nous concerne tous. Il faut donc que nous nous mobilisions pour préserver notre monde en nous sensibilisant, en ayant des comportements éco-citoyens, en faisant des choix citoyens. Mais pour cela, il faut également que la décision politique nationale et internationale accompagne et surtout au niveau des populations, il faut que nous soyons éduqués à moins utiliser les sachets plastiques, les boîtes de conserve, tout ce qui peut à un moment donné polluer notre environnement, mais surtout que nous fassions économie de l'énergie, de l'eau et que chaque gouvernant opte pourquoi pas pour les énergies renouvelables, c'est-à-dire les énergies liées au soleil, au vent. Je ne suis pas spécialiste, je m'en arrête là. À l'eau également, d'accord. Au vent, au soleil, à l'eau, c'est ça, hein? À l'eau, et que surtout nous puissions reforester nos pays, que chaque fois que nous avons l'opportunité de planter un arbre, que nous le fassions pour notre bien commun, parce que les changements climatiques, ce n'est pas une préoccupation d'un seul pays, c'est une préoccupation mondiale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Le Débat. Je vous remercie. À la semaine prochaine.